ce territoire dont vous êtes maire à 100% depuis dimanche soir. Et territoire qui était un territoire divisé, et quand on préparait le débat, vous avez dit, dans cette politique d'aménagement de la ville, l'important c'est aussi de faire de l'unité. Oui, en fait, j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière, parce que Jean-Marie Pelt m'a fait réagir tout à l'heure. Il a dit, quand on m'a proposé de venir parler du développement durable, ben oui, j'ai eu envie de le faire tout de suite. Et moi, je dois dire que quand vous m'avez proposé de venir, j'ai pas eu d'abord envie. J'ai pas eu d'abord envie parce que j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je cours les colloques et les occasions finalement d'évoquer le développement durable. Et j'ai l'impression que ce concept a été tellement galvaudé qu'il a perdu tout sens, tout contenu, toute dynamique avant même qu'on soit vraiment passé à l'acte. Puis après, j'ai regardé le titre qui nous était proposé et je me suis dit qu'il y avait tout un tas de mots-clés qui faisaient sens tous ensemble. Des territoires, le lien avec le territoire est fondamental, innovant, innovation sociale et dimension sociale, ça va vraiment ensemble. Pour un développement social durable. Je me suis dit, il y a tout, pas forcément dans le bon ordre, mais il y a tout, et ça vaut le coup d'y aller. Puis j'ai eu un petit doute quand vous avez introduit le débat tout à l'heure, en disant, le thème du congrès, c'est le développement durable, on a rajouté le social, je me suis dit, oula, où est le lézard? Donc j'espère qu'on est bien d'accord sur le fait que si on parle du développement durable aujourd'hui, c'est pas comme on l'a fait depuis 15 ans. Pour rajouter une petite couche de verdâtre sur des politiques bien traditionnelles. Le développement durable n'a de sens que s'il permet de faire reculer les inégalités, que s'il permet de reconstruire la cohésion, et que s'il permet effectivement de vivre ensemble, pas forcément en s'aimant, ça ce serait peut-être la cerise sur le gâteau, mais au moins en se respectant. Et je crois qu'on peut tomber d'accord sur le fait que le mépris à l'égard des ressources de la planète, le gaspillage frénétique de ressources rares et non renouvelables menace la paix et vivre ensemble, plus sûrement encore que l'appétit de pouvoir ou de lucre de certains de nos concitoyens. Alors, des territoires innovants, comment à Montreuil? Alors, moi je suis maire de Montreuil depuis 3 ans, et je veux dire que l'essentiel de mon travail aujourd'hui a été d'engager une sorte de rattrapage face à un acquis du passé qui était terrible. Il me semble que ce qui s'est passé dans beaucoup de nos villes, ça illustre assez bien finalement la tension entre d'un côté, on sait qu'il faudrait passer à l'acte, la prise de conscience a eu lieu, on est désormais convaincus, et en même temps on ne sait pas par quel bout commencer. On ne sait pas vraiment quelle politique en vraie grandeur il faut conduire. La quasi-totalité de nos concitoyens ont été choqués ces dernières semaines par l'annonce selon laquelle, dans une commune du sud de la France, un maire aurait refusé d'accueillir à la cantine des enfants de chômeurs. Eh bien, il se trouve que dans ma ville de plus de 100 000 habitants, où on fournit plus de 11 000 repas par jour à des scolaires, jusqu'en 2008, les enfants de chômeurs n'étaient pas accueillis à la cantine. Est-ce qu'accueillir les enfants de chômeurs à la cantine, c'est du développement durable ou c'est juste de l'humanité et de la banale bonne gestion des affaires publiques? Moi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une de nos premières mesures. Ça nous a d'ailleurs coûté, par rapport à une certaine partie de notre électorat, qui attendait de nous que la première des mesures qu'on prenne en matière de restauration scolaire, c'était de passer au bio. On a voté pour une maire écolo, vous allez nous faire du bio. Non, parce que pour le même prix que le bio, on a pu accueillir effectivement un bon millier d'enfants supplémentaires. Notre choix, ça a été un peu moins de bio, mais un peu plus de justice sociale à ce moment-là. Une bonne partie des politiques qu'on conduit aussi sont des politiques simplement de remise à niveau d'une ville qui consacre une grosse partie de son budget à financer des dépenses débiles. Nos dépenses d'éclairage public étaient considérables, tout simplement parce qu'on avait un éclairage désuet, une absence de déflecteurs qui rabattait la lumière vers le sol, et donc l'essentiel de l'éclairage éclairait le ciel, coûtait fort cher, sans améliorer la qualité de vie dans la ville. Donc, on a engagé cette politique de modernisation de l'éclairage pour baisser nos factures, pour améliorer le confort dans la ville. Est-ce que c'est du développement durable? Ça permet en tout cas à des personnes seules, à des personnes âgées, de sortir le soir de façon un peu plus confortable. Quels sont les axes essentiels de notre politique à Montreuil? Je dirais qu'ils n'ont pas été choisis uniquement parce qu'on est convaincu qu'ils sont efficaces, mais parce qu'ils correspondent au secteur dans lequel nous décidons et nous payons. Je peux toujours décider
que je vais renforcer l'offre de transport collectif, je vais essayer de convaincre le syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP, mais ce n'est pas moi qui décide, et ce n'est pas moi qui paye. Par contre, en matière de logement, avec notre office public de l'habitat, avec les principaux bailleurs sociaux qui sont sur la ville, on a des interlocuteurs, effectivement, qui ont compris ce que nous voulons faire, isoler et remettre à niveau les logements construits et ceux que nous sommes en train de construire. Dans l'habitat collectif, comme dans les pavillons individuels, comme nous le faisons d'ailleurs aussi dans les écoles et dans les bâtiments publics, ça nous permet là encore et de baisser les factures, et d'améliorer le confort, et de diminuer les conséquences sanitaires et environnementales d'un habitat dégradé. Pour dire les choses clairement, depuis 3 ans, c'est pratiquement 4500 logements qui ont fait l'objet de programmes de réhabilitation lourdes. On ne se contente pas seulement de mettre un petit bardage bois à l'extérieur en prétendant que c'est l'isolation extérieure. On désosse les logements et on les requalifie totalement. On l'a fait notamment dans le cadre de l'ANRU, le programme de rénovation urbaine, parce qu'on a été stupéfiés de voir que l'Agence nationale de rénovation urbaine n'avait pas une exigence écologique à la mesure des attentes de la société aujourd'hui. Et donc on a imposé la renégociation de notre convention ANRU pour muscler le volet écologique et environnemental. La deuxième chose sur laquelle on insiste énormément, c'est qu'on ne fera rien sans les citoyens. Je peux vous dire qu'ils sont totalement largués aujourd'hui devant l'abondance de sites et de programmes qui ne savent pas par quel bout employer. Que ce soit les outils de l'urbanisme, les SCOT, les PLU, etc., ou les outils de développement durable, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la différence entre un programme de lutte contre le changement climatique et un agenda 21. C'est très compliqué, effectivement, d'y associer les citoyens. Et notre travail au quotidien, à la fois avec le CCAS et dans l'ensemble de nos services, ça consiste à mettre au point la boîte à outils accessible dans un langage compréhensible par tous, permettant à chacun de se sentir acteur. Avec les jeunes du service volontaire d'unicité, nous avons par exemple mis en place sur nos quartiers les plus difficiles un programme d'accompagnement de plusieurs dizaines de familles qui sont en grande précarité sociale, en leur fournissant non seulement les outils techniques de la réduction des consommations, mais aussi l'accompagnement humain qui leur permet de ne pas le subir et de tirer meilleure partie des outils qui leur sont fournis. Mobilisation des outils, simplification aussi, dites-vous, pour qu'ils soient lisibles pour les citoyens. Et par exemple, c'est l'exemple du service civique qui peut être utilisé à bon escient. Et oui, puis, alors ça me convient de dire quelque chose en plus, c'est que service civique, c'est des jeunes. Et j'ai vu dans l'exemple de Mérignac, je ne rentre pas avance, pardon s'il y a des personnes de Mérignac dans la salle, parce que franchement, je ne veux pas être désagréable, et je pense que l'essentiel des actions qui conduisent me paraissent tout à fait essentielles. Mais moi, je suis extrêmement prudente pour ce qui concerne effectivement l'éducation à l'environnement et la mobilisation des tout jeunes. Parce que je constate que beaucoup de collectivités se contentent effectivement de programmes d'éducation à l'environnement pour les jeunes, comme si l'essentiel, c'était pas d'éduquer leurs parents, leurs grands-parents et de façon plus générale les adultes, acteurs économiques ou politiques. On ne peut pas se permettre d'attendre 30 ans que les jeunes d'aujourd'hui soient en responsabilité demain pour changer nos comportements. Donc moi je me méfie beaucoup de tout ça. Les programmes d'éducation, c'est pour les garagistes, c'est pour les artisans du bâtiment, c'est pour les gens de l'hôtellerie, c'est pour les élus locaux, c'est pour nos agents municipaux. C'est eux qui doivent faire le boulot, qui doivent individuellement et collectivement changer leur comportement. Alors, sur l'urbanisme, aussi, vous prenez en compte cette dimension sociale aujourd'hui. Vous avez évoqué le travail avec l'ANRU, la rénovation urbaine. Alors, l'originalité du travail à Montreuil, c'est une ville qui remplit totalement ses obligations en matière de construction de logements sociaux. Dans tous nos programmes, on a 40% de construction de logements sociaux, mais la grande originalité de notre travail, c'est qu'on n'a pas d'un côté l'office public de l'habitat qui fait de l'habitat de pauvres pour les pauvres et de l'autre côté des promoteurs privés qui font de l'argent pour les CSP+. Dans tous nos programmes, on a 40% de logements sociaux, avec une mixité à l'échelle de chaque îlot, de chaque bâtiment et même de chaque cage d'escalier. Hors de question de construire des îlots dans lesquels il y aurait les bâtiments chics
pour les bobos qui seraient bien exposés au soleil, pendant que les Et bâtiments logements sociaux seraient au cœur de l'îlot. Donc on est très attentif à ça. On arrive effectivement à sortir des immeubles de grande qualité, y compris dans le Bas-Montreuil, aux portes de Paris, avec des logements sociaux à des tarifs accessibles. Reconstruire la mixité C'est dans l'immeuble. vraiment, voilà, mixité et diversité des fonctions de la ville. Merci. On continuera tout à l'heure à partir de votre pratique à Montreuil. On va continuer le tour de table avec Denis Merville, médiateur de l'énergie.